Faut-il profiter de la baisse sur Interparfums? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux et mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Et vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Allez, je suis allé sur Fiscal AI. Vous avez 15% de réduction avec le coupon dans le commentaire épinglé si vous souhaitez vous y abonner. Un petit descriptif de l'entreprise. Interparfums, c'est une entreprise qui crée, produit et distribue des parfums, soit des parfums propriétaires, soit des licences qu'ils ont avec des marques de luxe. On regarde le cours de l'action. Depuis 10 ans, on est passé de 8,60 €, de 7,60 on va dire, à peu près, jusqu'à 23 €. Donc superbe trajectoire jusqu'à 2023. Depuis, ça s'est un peu replié, ce cours de l'action. Si on regarde la market cap, ça va être à peu près la même trajectoire, c'est ça, hein, on est passé de... C'était une mid cap, 650 millions. Aujourd'hui, on a 2 milliards. Bon, quand même, hein, fois 3, mais on est allé jusqu'à presque 5 milliards hein, en market cap. Si vous aviez investi 10 000 € il y a 10 ans, vous auriez 37 000 € actuellement. Bon, mais à un moment, vous auriez même eu près de 80 000 €. Bon, est-ce qu'il faut mettre à profit ce repli? On va aller regarder ça. Je vous ai préparé quelques news récentes pour Interparfums. Donc en fait, ce sont surtout des nouvelles sorties, voilà, des nouveautés. Et au niveau financier, en réalité, pour l'instant, le momentum reste baissier. Ils ont baissé leur guidance pour 2025, donc l'objectif de chiffre d'affaires. L'impact numéro 1, c'est évidemment les droits de douane. Ils sont impactés en fait par les droits de douane. Alors, ils ont quand même une cotation aux États-Unis, mais je me demande s'ils ont une activité aux États-Unis. Moi, j'aurais tendance à penser que oui, peut-être que ça les aiderait à atténuer les impacts de la guerre commerciale. Bon, en tout cas, c'est une valeur impactée par la guerre commerciale et cette guerre commerciale continue de s'amplifier. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge sur cet aspect-là. Allez, on va sur Coifin, mon logiciel d'analyse. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien en haut à droite de l'écran. Le cours de l'action, on a déjà regardé. La croissance, en médiane, croissance du chiffre d'affaires, 11%. Quand même pas mal, hein, c'est une société de croissance encore. 9,7% sur les 12 derniers mois disponibles à juin 2025, ce qui est pas trop mal. Maintenant, on a vu qu'ils vont réviser leur objectif pour 2025, donc il faut s'attendre à une croissance moindre que ce qui est indiqué ici par la suite. Donc, action de croissance, mais impact cyclique ou structurel, à voir. Bon, moi je pense que c'est quand même plutôt conjoncturel plus que structurel, hein, cette guerre commerciale. Ils arriveront à s'adapter de toute façon en produisant peut-être localement aux États-Unis pour ne pas avoir les droits de douane. Donc ça, finalement, ça offre un repli sur le titre, le temps qu'ils s'adaptent, mais je pense qu'ils arriveront à s'adapter. Les taux de marge, on va aller regarder ça. Hop, on se met le taux de marge brut, le taux de marge d'EBITDA et le taux de marge net et les free cash flow. Alors, le taux de marge brut en augmentation depuis 10 ans, on est maintenant à 66%. Donc ça, c'est un taux de marge brut de luxe, hein, du secteur du luxe, on va dire. Ils ont un avantage concurrentiel, ça se voit à cet aspect-là. Et ça veut dire qu'ils ont surtout une capacité à monter les prix. À mon avis, il n'y a pas vraiment beaucoup de coûts en fait hein, sur la parfumerie, puisque c'est un peu intangible. Donc c'est surtout une question de pricing power, et ils en ont. 66% de taux de marge brut, c'est quand même bien. On voit que le taux de marge d'EBITDA, lui, il a augmenté encore plus sur les 10 dernières années. Alors c'est un peu cyclique comme augmentation, mais depuis 10 ans, on passe de 15,3 à 22,8, c'est impressionnant. Donc superbe amélioration d'efficience opérationnelle. Le taux de marge net a suivi la même trajectoire, donc on n'a pas de déperdition d'efficience fiscale et financière. 15% quasiment de taux de marge net et 12%, 12,5% de taux de marge de free cash flow. Donc on est assez structurellement en dessous du résultat net en termes de free cash flow. On va aller voir pourquoi juste après. Mais en tout cas, au niveau des marges, tout se passe bien. Même si la croissance ralentit, pour l'instant, ça ne fait pas baisser les marges. Parce que vous le savez, normalement, quand la croissance baisse, il y a un effet ciseau négatif et les marges, elles baissent, mais là, on ne le voit pas encore. Donc, c'est plutôt rassurant. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, bon, il y a plus de bénéfices nets que de free cash flow. On va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, un besoin en fonds de roulement qui est positif, malheureusement. Donc ici, on peut regarder ce qui se passe par rapport au chiffre d'affaires, à quel niveau on se trouve. On est quand même à un bon tiers. Hein. Donc ça, c'est problématique. Normalement, un bon niveau de besoin en fonds de roulement, c'est 25% maximum du chiffre d'affaires. C'est un grosse maille et ça dépend vraiment des secteurs dans lesquels on opère. Pour Interparfums, ça a quand même l'air d'augmenter plus rapidement que le chiffre d'affaires, malheureusement.
Donc ça, c'est pas incroyable. On regarde justement la variation de ce besoin en fonds de roulement. Ouais, on a pris 800 millions quasiment sur 10 ans de variation. Bon, c'est pas extraordinaire. Le chiffre d'affaires, lui, est passé de 330 millions à 900 millions. Donc on a pris, ouais, c'est moche, hein. On a pris 600 millions de chiffre d'affaires et on a cumulé 800 millions de besoins en fonds de roulement. Donc ça, d'où ça vient? Il faut mener l'enquête, hein, mais on peut, par exemple, soupçonner que ce sont les stocks aussi qui pèsent. On voit que, ouais, au fur et à mesure, les stocks continuent à augmenter. Donc il faut voir, est-ce que c'est bien en proportion du chiffre d'affaires, et cetera. Il faut mener l'enquête pour savoir quel est l'aspect qui dégrade ce besoin en fonds de roulement sur Interparfums, parce que c'est quand même assez élevé. Les dotations d'amortissement face aux dépenses en capital et autres éléments non cash. On voit qu'il y a du CAPEX en excès par rapport aux dépréciations et amortissements. Donc l'entreprise continue à investir dans son appareil productif. Très bien. Ils s'attendent quand même à avoir de la croissance future. Donc moi, je pense que ce repli de la croissance est plutôt conjoncturel et que ça va s'améliorer par la suite. On va fermer ceci. Et on a 21 millions d'euros d'autres éléments non cash. Bon, ben, là, il fallait voir dans le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont des provisions, etc. Ça reste à vérifier, mais c'est marginal, hein, 20 millions, c'est pas grand-chose. Alors donc, on est sur, à mon avis, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser les fonds propres de l'entreprise plutôt que le résultat net, parce que, eh bien, il y a moins de free cash flow que de résultat net, et ça représentera mieux ce que gagne réellement l'entreprise, c'est-à-dire bien moins que ce qu'elle gagne en termes comptables, malheureusement. Allez, on va regarder la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis. On est sur un niveau au plus haut, hein. On est à 16,7%. C'est très élevé. Comme c'est une entreprise, en fait, ça vient d'ici, hein. L'entreprise est capable de monter ses marges. Donc, pour le ROIC, en fait, ça peut se décomposer en un taux de marge opérationnel, c'est-à-dire la marge d'EBIT sur le chiffre d'affaires. Et après, vous faites fois la rotation du capital investi, c'est-à-dire chiffre d'affaires sur capital investi. Et vous voyez que si le taux de marge d'EBIT augmente quand on décompose, eh bien, ça fait monter le rendement des capitaux investis. Donc ici, quand on voit que le taux de marge d'EBITDA augmente, donc toute chose égale par ailleurs en politique d'amortissement et de dépréciation, eh bien, le taux de marge d'EBIT va augmenter également. Donc on voit que cette bonne hausse de la profitabilité en termes de marge se répercute sur un accroissement de la rentabilité en termes d'efficience du capital utilisé. Donc 16,7, c'est très très bon. C'est plutôt pas mal, surtout en Europe et surtout en France, où, je vous rappelle, au ROIC, au numérateur, c'est résultat d'exploitation, moins impôts sur les sociétés. Et les impôts sur les sociétés, en France, ils sont exorbitants. Bref, donc bonne rentabilité. Au niveau de la dette, hop, comparé à l'EBITDA, on est quand même pas mal endetté, hein. On est à 2,5, un peu plus même, hein. Donc attention, non, je dis n'importe quoi, pardon. On n'est pas trop endetté, on est à moins de 50% de l'EBITDA. L'EBITDA est en haut, en violet ici. Donc les free cash flow, on est à une fois, un peu moins d'une fois les free cash flow. Donc cette dette est maîtrisée. Pourquoi est-ce que ça augmente comme ça la dette? Alors, si le logiciel est juste et qu'ils ne font pas d'acquisition, cette dette, elle augmente à cause de la variation du besoin en fonds de roulement, malheureusement. Et c'est pour ça, voilà, que c'est dangereux, hein. C'est que, au bout d'un moment, ça vous mange vos liquidités. Donc là, on n'est pas à un niveau qui est inquiétant, mais il faut surveiller, hein. Hop, au niveau de la rémunération de l'actionnaire, le dividende, il est à 89 millions. Si on arrondit, ça représente quand même une bonne proportion des free cash flow là, hein. On est au-delà de 65%. Pour une boîte de croissance, c'est quand même un peu surprenant que le payout ratio en termes de free cash flow soit aussi élevé. C'est quand même surprenant. On est sur 4% de rendement du dividende, c'est quand même pas mal, hein, pour une boîte de croissance. Pas vraiment de rachat d'actions. On voit que bon, il y a un petit peu de dilution, enfin, il y a un peu de dilution, puis ils font un peu de rachat d'actions. Alors j'imagine qu'ils essayent de neutraliser l'impact des actions qui sont émises. Donc ça va être des actions actionnariat salarié ou stock options pour le management. Toujours est-il qu'avec ces éléments, on a 4,4% de rendement de l'actionnaire, ce qui est pas trop mal, hein. C'est vraiment pas mal pour une boîte de croissance. Alors, c'est plus une boîte de croissance temporairement, vu qu'il y a du ralentissement, mais je pense qu'à moyen terme, ils arriveront à s'en sortir. Valeur entreprise sur EBITDA, donc la valorisation, ah bah là, de suite, ça s'est complètement dégonflé. Donc on est au plus bas de 10 ans, on peut revenir en 2014 pour avoir ce niveau de valorisation. Bon, donc, comment est-ce qu'on peut voir ça? On peut se dire, ouais, ok, bah, il y a 100% de potentiel puisque la médiane est à 19. Bah, en fait, peut-être que le profil de la société a changé, peut-être que la croissance aussi forte, bah, c'est le passé, qu'on aura un peu moins de croissance par la suite. Donc, il vaut mieux être conservateur, mais on peut quand même se dire que on est sur un niveau qui est bas, hein, qui est très bas en termes de valorisation.
Est-ce que ça, c'est conjoncturel, à cause de la guerre commerciale et du ralentissement associé? Est-ce que c'est structurel? Voilà. Peut-être que c'est un mix des 2. Donc peut-être que 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA pour une boîte qui fait quand même, allez, ils vont faire peut-être 5 de croissance, au pire, avec une rentabilité au-delà de 15. Bon, peut-être que c'est pas, c'est cher payé. On peut aller voir sur, Fiscal AI, on va aller regarder l'industrie, on va regarder les concurrents. Donc ça, c'est ce que nous sélectionne le logiciel en tant que concurrent. On est sur, ils mettent Coty en face, je crois que c'est pertinent Coty, il me semble. Et Shiseido, c'est plutôt la cosmétique. Et puis Brands, il me semble que c'est comparable à du Interparfum. Je connais pas assez bien leur activité. Toujours est-il qu'on est en termes de market cap, on est à peu près similaire, on va dire. Bon, la plus rentable, c'est Interparfum. La plus chère, c'est Shiseido, alors que c'est une société, Shiseido, c'est un TSE. Non, c'est Tokyo Stock Exchange, donc c'est une boîte japonaise. De mémoire, les boîtes japonaises sont en général, très peu valorisées, mais bon, ici, ils sont plus valorisés que du Interparfum. Donc, Interparfum, je pense que comme elle est plus rentable que Coty et que Puig, je pense que c'est pour ça que la valorisation est encore au-dessus. Mais je pense que ces acteurs aussi, alors surtout Puig, hein, qui est une société, BME, c'est, la bourse de Madrid. Je pense qu'ils sont, aussi dans la guerre commerciale et donc, bon, c'est pour ça qu'on a, des valorisations qui sont pas si élevées que ça pour quand même une industrie qui est plutôt en croissance. Dernier élément que vous pouvez regarder, bon là je vais pas le faire, mais c'est un DCF, hein, sur, Fiscal AI, vous y avez accès. Donc là, il vous met les hypothèses des analystes. Alors la croissance ici, il la met souvent à 0 sur les 2 dernières années, ce qui me semble pas très correct. Vous devriez mettre vos propres hypothèses. Ce qui m'intéresse ici, donc si vous regardez le DCF, hein, ils nous disent que la boîte est survalorisée, mais il faut jouer avec les hypothèses ici parce qu'elles sont pas forcément très justes. Ce qui m'intéresse par contre, c'est le coût moyen pondéré du capital. Alors là, ouais, non, là, le logiciel, parfois, il fait des choses un peu étranges parce que donc le coût, la dette, c'est à 4,3 après impôt. Ça, très bien, oui, ça me va puisque on est, coté en France. L'OAT 10 ans, il doit être à 3,5 actuellement, donc c'est à peu près correct. Par contre, le coût des capitaux propres, cost of equity, il nous met, quasiment 11. Ça me semble élevé et donc du coup, ça nous met un WACC à 10. Je pense que c'est exagéré, hein. Je pense que le WACC, il serait plutôt à 9. Si, plutôt 9, ouais, pour du Interparfum. Et si on compare, bah, du coup, ROIC qui est à 16, la boîte continue à créer de la valeur, hein, même s'il y a plus il y a donc du coup, il y a plus beaucoup de croissance, mais malgré tout, c'est une croissance qui reste rentable. Donc conclusion du dossier, moi, je pense que ça peut être opportun d'aller faire du Interparfum. C'est pas du tout un conseil d'investissement, hein, faites vos propres recherches comme d'habitude. Mais là, vu que la valorisation se dégonfle complètement, ces genres de dossiers de qualité, il faut les attraper quand il y a des problèmes, justement. Et donc là, en ce moment, il y a des problèmes à cause de la guerre commerciale. Elle va pas durer éternellement. Donc, eh bien, ça peut être un dossier qui se met en watchlist. Et on commence vraiment à avoir des valorisations qui semblent intéressantes, hein, sur Interparfum. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.